Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous Hachette Technique. On est ravis de vous accueillir ce soir pour un nouveau rendez-vous. Alors, je vois que vous êtes tous connectés. On va commencer la visio dans 2-3 minutes, le temps que tout le monde arrive, parce que des gens sont encore en train de se connecter. En attendant, je vais vous expliquer rapidement les petites règles de cette visioconférence qui va durer environ 45 minutes. Si vous ne connaissez pas, l'environnement dans lequel nous sommes dans un environnement Teams. Donc, vous avez les micros et les caméras coupés. Vous avez en revanche la possibilité d'interagir avec nous et de poser toutes vos questions grâce à la petite bulle conversation qui est dans votre bandeau supérieur de l'écran. Et puis voilà, n'hésitez pas à utiliser ce canal. On prendra toutes vos questions à la fin de la visioconférence, qui sera divisée en 2 temps. Un premier temps de présentation par nos 2 invités ce soir, Guillaume Joanne et Jérôme Meulard, et un deuxième temps où vous pourrez interagir avec eux et poser vos questions si vous en avez. Je profite pour rappeler que nous allons enregistrer cette visioconférence pour pouvoir la rediffuser à tous vos collègues qui n'auraient pas pu se connecter ce soir. Donc, elle sera disponible sur notre chaîne YouTube dès demain. Voilà, donc n'hésitez pas à la communiquer à vos collègues qui n'auraient pas pu se connecter. Voilà, donc je vois que on va attendre peut-être juste encore 1 minute pour les derniers retardataires. Enfin, retardataires, pour que tout le monde ait le temps de se connecter surtout. Voilà, alors ce que je peux vous dire, donc, c'est que ce soir, nous allons parler des enjeux de l'éco-conception aujourd'hui. Cette visioconférence également, on vous proposera à mi-temps un petit sondage. Voilà, donc vous verrez apparaître des questions à l'écran. J'introduirai ce petit temps de sondage entre l'intervention de Guillaume et de Jérôme, donc ne soyez pas surpris, ces petites questions. On est très curieux. Voilà, je crois qu'on va pouvoir commencer. On va faire rentrer les derniers arrivants au fur et à mesure. Donc voilà, je vais céder la parole tout de suite à Guillaume et Jérôme qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. On a 2 intervenants de qualité. On est ravis de vous proposer cette visio, parce qu'on est bien accompagnés avec eux 2. Donc voilà, je vous cède la parole, Guillaume et Jérôme, et je vous souhaite à tous une très belle visio. Merci Bénédicte. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour me présenter très rapidement, donc Guillaume Joanne, cofondateur d'Altermaker. On est donc un éditeur de solutions logicielles pour l'éco-conception et l'analyse du cycle de vie. Créé depuis maintenant quelques années, et on travaille, pour faire très simple, avec des entreprises de toute taille et de tout secteur, en France et à l'étranger, puisqu'on a aussi bien des grandes entreprises comme Gémeaux et RAM que des PME, des ETI ou des petites startups dans des secteurs textiles, mécaniques, etc. Tout ça pour dire que l'éco-conception est donc un sujet qui intéresse tout le monde, tous les concepteurs de produits et de services, et je dirais partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éco-conception? C'est déjà effectivement la première question qu'on peut se poser. C'est une approche qui vise à voir le produit sur l'ensemble de son cycle de vie et à en comprendre les impacts environnementaux. De façon très classique, jusqu'à il y a quelques années, quand on parlait d'environnement, on s'intéressait au site de fabrication et on était content de diminuer ses déchets de fabrication, de gérer ses déchets de bureau et autres. Aujourd'hui, l'approche cycle de vie vise à dire que le concepteur de produit a une responsabilité sur les impacts environnementaux, parce que par ses choix, il va choisir des matières premières, il va choisir des process de fabrication, il va induire l'usage et la fin de vie. Est-ce qu'on fait des produits démontables? Est-ce qu'on fait des produits qui vont consommer ou autre? Et donc finalement, la conception a un impact et induit l'ensemble des impacts sur le cycle de vie du produit. Donc concrètement, c'est une démarche qui est fortement orientée usage et fonction. Si je cherche à réfléchir sur diminuer l'impact environnemental d'une machine à café, je ne vais pas me focaliser seulement sur ma machine en tant que telle, mais je vais raisonner tout ce qui amène à la délivrabilité d'un café. Et donc, je vais intégrer dans ma réflexion le gobelet, les emballages, l'eau, café, touillettes, sucre, l'électricité de l'utilisation, mais aussi la maintenance, les déplacements, etc. etc. Et donc, c'est l'ensemble du système qui délivre le café qui doit être analysé, et parce que
C'est ce système-là qui a un impact global et c'est sur ce système-là que le concepteur peut agir. Pourquoi raisonner système et pourquoi raisonner sur l'ensemble du cycle de vie? Pour éviter ce qu'on appelle très rapidement les transferts de pollution. Je refais ma petite analogie. On raisonne site de fabrication, on voit qu'on a un impact très important parce qu'on va consommer de l'électricité pour usiner une pièce assez difficile à usiner. Par exemple, dans mon produit initial. Eh ben, si je suis dans une approche très classique, je vais changer de matière, je vais trouver une matière équivalente, techniquement, voilà, et qui assure les mêmes fonctions et qui est beaucoup plus facile à usiner. C'est génial, on a diminué les impacts. Sauf que bah, cette matière, elle est beaucoup plus difficile à extraire et plus du tout recyclable en fin de vie. Et donc, finalement, on a transféré les impacts d'une étape vers une autre. Et c'est ça qui est extrêmement important dans cette vision cycle de vie, c'est de comprendre les transferts d'impact entre étapes du cycle de vie, entre indicateurs. Est-ce que raisonner uniquement sur le changement climatique, je ne vais pas aggraver la pollution de l'eau, aggraver d'autres impacts et ainsi de suite. C'est cette vision multidimensionnelle qui apportera l'approche globale. C'est donc une démarche qui est liée à la conception, hein. On ne va pas mettre l'environnement au-dessus de tout, mais c'est vraiment intégrer l'environnement au sein des autres exigences. On a classiquement des attentes clients, la maîtrise des coûts, la faisabilité, et cetera. Et puis l'environnement, parce que de toute façon, réglementairement, les entreprises sont obligées de prendre en compte un certain nombre de points environnementaux. Finalement, le choix de conception classique, voilà, on a un scope. L'éco-conception va finalement, parce que nouvelle contrainte et de la contrainte naît l'innovation, on va élargir ce scope et on va réfléchir différemment à notre produit en y intégrant d'autres éléments. Mais encore une fois, l'environnement est un des critères parmi d'autres et après, c'est à l'entreprise et au concepteur de pondérer ces critères en fonction de la faisabilité, en fonction de la stratégie, etc. Et évidemment, Heu, bah, vous le savez, mais voilà, c'est les lois habituelles des 80-20, hein. Après 20 du temps, consacré au développement d'un produit, on a figé la plupart des aspects techniques. Bah, quand on a figé les aspects techniques, on a aussi figé l'environnement et si on commence à réfléchir environnement, une fois qu'on a, quasiment développé le produit et qu'on est juste sur la fin, bah, on a juste à acheter un petit pot de peinture verte, à appeler le service marketing et faire un peu de greenwashing, mais on pourra rien faire globalement. Et c'est beaucoup plus pertinent de s'y préoccupé, de s'y intéresser dès le départ et dès la conception et dès la R&D et dès les premiers travaux de conception. Donc voilà, l'éco-conception, c'est vraiment cette approche sur l'ensemble du cycle de vie où on va viser à comprendre pour diminuer les impacts, environnementaux. Alors, c'est une contrainte supplémentaire et pourquoi les entreprises aujourd'hui s'y lancent? Déjà, ce qui est quand même une bonne nouvelle quand on s'intéresse à l'éco-conception, c'est que, globalement, on a donc, quelques sondages, notamment faits par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est donc, une agence gouvernementale en France, qui dit que, on a 3/4 des entreprises, qui sont intéressées ou engagées dans la démarche d'éco-conception, à différents niveaux. Voilà et les entreprises chez qui c'est pas appliqué, on a aussi, bah, des gens qui ne font pas de produits ou qui ne sont pas concepteurs, qui ne sont que sous-traitants et donc qui obéissent à des donneurs d'ordre et cetera. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'évolution, sur l donc là, on est sur une étude de 2020, sur une étude de mémoire 2010, on était à 60. Donc on est sur une vraie tendance d'augmentation et d'intérêt des entreprises de plus en plus forte. Pourquoi les entreprises y vont? De façon très, très simple et très schématique pour 4 grandes raisons. Heu, une approche de maîtrise des coûts, parce que, bah, aujourd'hui les matières, je vais pas vous l'apprendre, hein, mais coûtent de plus en plus cher. C'est encore plus flagrant, depuis 1 an ou 2, mais ça l'était déjà il y a quelques années et des entreprises comme ArcelorMittal, bah, sont bien conscients que, globalement, il y a plus le gisement est plus important sur les produits déjà faits et à recycler, par exemple, que sur le minerai à extraire, sur de l'acier. Donc voilà, une vraie question de maîtrise des coûts et de sécurisation de l'approvisionnement. Une question aussi de gestion des risques. Bah, nous, consommateurs, on a de plus en plus de demandes, et donc il y a un risque image, pour les grands groupes notamment, de plus en plus fort. Qui dit risque image sur les grands groupes, dit par répercussion, bah, sur l'ensemble de la chaîne de valeur et sur l'ensemble des sous-traitants. Donc ça, c'est une approche plutôt défensive de gestion des risques. Si on regarde une approche plutôt offensive, évidemment, la question de l'augmentation des ventes, des nouveaux marchés, de la différenciation, donc on a une question de communication qui est pas une mauvaise chose en soi, hein, si elle est bien faite. Hem, voilà,
le fait de vouloir, valoriser, sa démarche est plutôt, bénéfique, pour l'entreprise. Et puis, ce qui est plus intéressant à mon sens, c'est la partie équipe, parce qu'on s'aperçoit que, bah, ça stimule l'innovation. On a des vraies démarches d'innovation qui sont liées à l'éco-conception parce que, voilà, on requestionne le produit différemment. Ça permet de fédérer en interne et ça donne du sens au travail, de tout le monde. Et j'ai le cas, voilà, très régulièrement dans des formations, dans des éléments où, dans des accompagnements où on a des entreprises, où en face de nous, on a des gens du bureau d'études qui sont, si je le dis très très rapidement, un peu blasés en disant: «Bah, bon, oui, on fait les produits, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, ça changera pas notre quotidien. Même si on a des bonnes idées, ça sert à rien de les développer». Et ben, après 2 jours de formation, on a des gens qui en ressortent, complètement changés en disant: «Bah, ça me donne plein d'idées parce que finalement, à côté, en tant que citoyen, je suis engagé, j'essaie de faire les choses bien et là, j'ai l'occasion d'arrêter cette schizophrénie entre, salariés et citoyens et d'apporter ces éléments-là dans mon travail et dans l'amélioration de mes produits et de pousser des choses en interne». Et de façon encore plus, concrète, on le voit, sur notamment des jeunes qui peuvent choisir leur entreprise, donc voilà, diplômés des grandes écoles d'ingénieurs. On a un mouvement de fond, mais qui est extrêmement important là depuis quelques années, de jeunes qui disent ne pas vouloir travailler pour un certain nombre d'entreprises et qui demandent des engagements. Qu'est-ce que vous faites sur l'environnement? Qu'est-ce que vous faites sur, de façon plus globale, la gestion du développement durable et la responsabilité sociale des entreprises à leurs futurs employeurs pour pouvoir choisir? Donc, on a une vraie question de marque employeur et de enfin d'employabilité pour les entreprises. Donc voilà, des choses plutôt défensives, plutôt offensives, mais un vrai contexte qui fait que les entreprises ont un intérêt très clair à faire de l'éco-conception. Et en plus, si on regarde quelques schémas, ça doit être ma slide la plus moche avec les quelques graphiques, mais on a quelques études qui montrent que bah, faire de l'éco-conception, c'est peut-être une contrainte au départ parce que c'est de l'apprentissage d'une nouvelle méthode de travail, mais concrètement, pour les entreprises, c'est bénéfique. On a une augmentation du profit, de la marge, parce qu'on a des réductions sur les coûts, et cetera. Donc, clairement, c'est bénéfique pour les entreprises et voilà, ça fait, maintenant, une vingtaine d'années que je suis dans le domaine. Il y a 20 ans, on prêchait, j'allais dire dans un désert, c'est pas tout à fait vrai, mais on était obligé de convaincre les entreprises, de s'engager et cetera. Aujourd'hui, heu, les cabinets conseils, tous confondus en France, je pense qu'en 2 ans, ils ont dû faire x2 en termes de nombre de personnes et ils sont sous l'eau. C'est-à-dire que, là, j'en discutais encore, cet après-midi, avec certains. Bah, une entreprise qui veut signer aujourd'hui, l'étude ne commencera pas avant septembre-octobre parce que de toute façon, il n'y a pas il y a pas de temps disponible. Les entreprises sont vraiment en recherche aujourd'hui et on a une vraie demande sur ces sujets-là. On a une vraie demande, je vous ai montré quelques éléments. D'autres éléments, on a les appels d'offres publics qui aujourd'hui intègrent l'environnement. C'est-à-dire que, quand une entreprise veut vendre, je vais prendre le cas extrême parce que, il est vrai, mais, il peut faire sourire, mais une entreprise du secteur défense qui veut vendre à la DGA, la Direction générale de l'armement, dans sa note, il y a certes le prix, le coût et cetera, mais il y a une note environnement qui est entre 5 et 10 de la note finale. Voilà, sur l'ensemble des appels d'offres publics, on a des vrais points sur l'environnement. Dans des secteurs spécifiques, ici j'ai parlé donc de la FDES, de la fiche de déclaration environnementale et sanitaire dans le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, quand on veut communiquer sur l'environnement et par la plus c'est moins et les nouvelles réglementations françaises et européennes sur ces sujets-là, on est obligé de faire des démarches d'éco-conception ou des démarches à minima d'évaluation et de quantification des impacts environnementaux. Donc on a des vrais enjeux de communication, des vrais enjeux réglementaires avec la feuille, les diverses lois autour de l'économie circulaire en France et en Europe, évidemment des normes ISO sur le sujet, et puis sur vraiment la tendance de fond, on a un affichage environnemental qui est en train de se mettre en place en France et en Europe. Et donc on va avoir, et on commence à avoir hein, sur certaines marques, Decathlon notamment, et une des marques un peu pionnières sur le sujet. Aujourd'hui, vous allez sur le site de Decathlon. Pour chaque produit, vous avez cette note ABCDE, qui est vraiment une note un peu comme la note énergie hein, qu'on a l'habitude de voir sur les produits électroménagers, qui donne une vision des impacts environnementaux et qui donne une vision parmi la moyenne du marché, parmi un certain nombre de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment une vraie tendance. Les entreprises se lancent dessus parce que le consommateur est en demande.
Donc voilà, des vrais enjeux des entreprises. Et donc concrètement, deux, trois exemples pour finir avec la théorie. Une démarche d'éco-conception, ça reste une démarche projet. Donc dans toutes les entreprises, une démarche d'éco-conception, bah, c'est qu'est-ce que font mes concurrents? Qu'est-ce qui se passe dans d'autres secteurs? Qu'est-ce que me proposent mes fournisseurs, et cetera? Donc une logique de benchmark, une logique d'analyse des impacts environnementaux, on y viendra tout à l'heure, mais c'est l'analyse du cycle de vie, qui est une démarche normalisée, et puis après de l'itération, de la sélection, de la réalisation, communication, capitalisation, des choses classiques. Donc c'est une démarche de projet et qui amène après un certain nombre d'améliorations. Un exemple pour commencer, Mobilewood, qui est une petite entreprise située pas très loin d'Auxerre, qui fait du mobilier en bois pour les biocopes, les fleuristes, etc., qui font du mobilier en bois massif. Donc une vraie question, c'est je fais un mobilier qui dure très longtemps parce que c'est du bois massif, mais dans les boutiques, eh ben, on a une rotation et on s'aperçoit que les boutiques ont besoin de changer de meubles tous les 5-10 ans parce qu'il y a besoin de rafraîchir, parce qu'il y a besoin de ramener des choses, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on diminue la qualité? C'est peut-être pas la bonne solution. Ou est-ce qu'on trouve d'autres solutions? L'autre solution, c'est de mettre en place un mode de fonctionnement pour récupérer, démonter, réaménager excessivement facilement. Et donc, d'un mobilier classique, on arrive, après cette démarche d'itération et d'innovation, à des pièces monomatières. J'ai soit du bois, soit des bagues métalliques, ce qui me permet de réagencer extrêmement facilement, de changer des choses, de changer un panneau, de changer une organisation excessivement facilement. Et derrière, on peut même imaginer, c'est ce que Mobilewood commence à mettre en place, de structurer de l'occasion, de structurer de la location pour des magasins éphémères, etc., etc. Et donc une vraie logique derrière de changement de modèle économique aussi pour louer des produits, d'accompagner les magasins dans cette prise en main de ces nouveaux produits. Donc finalement, ça peut être excessivement simple finalement, quand on regarde, mais c'est une vraie démarche d'innovation et un vrai questionnement de l'entreprise. De façon plus technique, Mills, qui a donc utilisé le logiciel qu'on développe qui s'appelle EcoDesign Studio pour réfléchir à comment, donc ils font des pompes sous vide, comment faire pour concilier l'amélioration de la performance économique, donc le prix de revient, la performance de la pompe en tant que telle, mais aussi diminuer les impacts environnementaux. Et là, toute une démarche d'itération et d'innovation avec notamment le CETIM, le Centre technique des industries de la mécanique, pour développer une nouvelle pompe avec voilà, un meilleur rendement, une diminution du poids, une amélioration de la partie montage, parce qu'on passe par exemple de 5 à 2 opérations d'usinage sur des pièces corps et plateau, donc une amélioration du prix de revient, ce qui leur a permis de gagner des nouveaux appels d'offres, une diminution du niveau sonore, donc une amélioration pour l'utilisateur, et voilà, tout ça en diminuant les impacts environnementaux et en améliorant le service rendu à l'utilisateur. Donc c'est ça qui est excessivement intéressant, c'est on a de nombreux cas où on diminue les impacts, on améliore la performance économique et on améliore le service rendu à l'utilisateur. Donc finalement, c'est du gagnant pour tout le monde. Et dernier exemple, là avec un plus classique, un grand groupe international, Steelcase, qui fait des chaises de bureau, qui a commencé en se posant la question de voilà, quels étaient mes impacts environnementaux dans les années 90, 2000, et ils se sont aperçus que le transport était impactant puisqu'ils ont des chaises clés en main livrées dans le monde entier. Donc première réflexion, comment on fait pour mettre à disposition des produits avec le même niveau de service rendu? On est sur des produits qui coûtent plutôt cher, plutôt service grand groupe, où on ne va pas leur demander de monter le produit eux-mêmes. Donc, il est hors de question de faire du Ikea où on vous livre les pièces. Il faut que ça soit livré clé en main, mais pourtant, il faut diminuer les impacts. Et donc là, il y a une vraie démarche R&D, marketing, etc., innovation. Et ils ont développé un système où le dossier est rabattu. Et donc, d'un clic, je récupère mon produit, j'ouvre le carton et je peux remettre le dossier en hauteur et ça se clipse automatiquement. Donc, en termes d'utilisateurs, aucune dégradation. Par contre, on diminue de 30% le volume transporté, sachant qu'on transportait beaucoup de vide. Et donc, c'est des gains économiques et environnementaux associés. Ça, c'est le point de départ. Et puis après, de plus en plus de démarches. Et aujourd'hui, ils ont un cahier des charges. Le produit doit être démontable en moins de 5 minutes avec les outils du quotidien, sinon il n'est pas valide en tant que prototype. Ils ont structuré un marché de l'occasion, ils ont interdit un certain nombre de matières, etc., avec des produits qui, vous le voyez ici, version 98, version 2004, visuellement pour l'utilisateur, il n'y a pas de changement.
Il n'y a aucune dégradation. Par contre, on réduit la masse, on réduit l'emballage, on réduit le nombre de composants, on interdit certaines matières et ainsi de suite. Donc, on diminue les impacts sur l'environnement. Donc, vraiment, ce qui est important avec ces 3 exemples, c'est que la démarche d'éco-conception, c'est pas une démarche. Enfin voilà, le produit éco-conçu, c'est pas un produit bas de gamme, c'est pas un produit cheap, c'est un produit très souvent de meilleure qualité, pas forcément plus cher, mais qui a été réfléchi et pensé différemment et mieux, je dirais, d'un point de vue environnement et plus global. Voilà, éco-conception, c'est donc une vision globale sur l'ensemble du cycle de vie. C'est pertinent, les entreprises s'y retrouvent dans un contexte de plus en plus important et de plus en plus en demande. Juste un petit dernier focus, hein, et je parle beaucoup mais voilà, c'est les impacts environnementaux, comment on les quantifie. Parce que finalement, là, voilà, je vous ai parlé de la démarche, l'éco-conception. Derrière, on a une méthodologie, c'est l'analyse du cycle de vie. Cette méthodologie qui est normée, hein, ISO 14040, qui nous permet finalement de traduire un produit, son cycle de vie, dans des impacts sur l'environnement. Donc concrètement, de façon extrêmement simplifiée, comment on fait? On va collecter des données. Mon produit, comment il est fait? Quelles sont ses matières? Quels sont ses process? Où est-ce qu'il est fait? Quels sont les transports utilisés? Quelles sont les données avec des hypothèses sur l'utilisation, sur la fin de vie, etc. Donc, on a un gros travail de l'entreprise qui va collecter de l'information. Cette information, ensuite, on va la transformer dans ce qu'on appelle des flux élémentaires, donc des inputs et des outputs, donc des échanges avec la nature. Et là, on utilise des bases de données. Donc, on a Base Impact en France qui est faite par l'ADEME et qui est une base gratuite. Et au niveau international, on a une base qui s'appelle EcoInvent, qui est payante, mais qui est reconnue en termes d'analyse du cycle de vie, qui vont nous permettre de dire, ben voilà, j'ai 1 kg d'ABS, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'entrée-sortie depuis l'extraction du minerai jusqu'à l'obtention de ce kilo de compound d'ABS. Euh, voilà, 1 kWh en France, qu'est-ce que ça veut dire? 1 kWh en Allemagne, qu'est-ce que ça veut dire? Et ainsi de suite. Donc, ça va nous permettre d'associer des échanges avec la nature sur l'ensemble des données. Ces échanges-là, pardon, on va ensuite leur appliquer une méthode de calcul. Cette méthode de calcul va nous permettre de dire, de façon très, très schématique, bah, j'émets du méthane dans l'atmosphère, bah, ce méthane, il a un pouvoir d'impact sur le changement climatique. On sait que émettre 1 gramme de méthane dans l'atmosphère, c'est comme si j'émettais 32 grammes de CO2. Donc, on va tout ramener sur du CO2 équivalent. De façon très simple, hein, quand vous avez plusieurs pays qui veulent l'échanger, on raisonne en euros équivalents, en dollars équivalents ou autre, c'est exactement la même chose. On pondère là toutes les substances émises dans l'atmosphère en termes d'impact sur le changement climatique. Et on fait la même chose sur différents indicateurs, parce que quand on fait une démarche d'analyse du cycle de vie, on regarde le changement climatique, mais on va regarder aussi l'indicateur de pollution de l'eau, de pollution de l'air, d'épuisement des ressources, de pollution des sols, de toxicité, etc. On a un panel d'indicateurs à disposition. Et à chaque fois, on va regarder quels sont les impacts de l'ensemble de mes substances. Donc ça, on va appliquer une méthode de calcul, ce qu'on appelle une méthode de caractérisation. Et ensuite, on va avoir des résultats qu'on va pouvoir analyser et interpréter. Donc, on va avoir, ici, hein, ma troisième barre, c'est mon changement climatique. Je vois ici que mes matières premières font la majorité de mes impacts sur le changement climatique et je vais pouvoir comprendre mes impacts, voir d'où ça vient, etc. Et donc, derrière, ça nous donne finalement une carte d'identité, un profil environnemental. C'est ça l'analyse du cycle de vie, c'est une photographie à un instant T des impacts environnementaux. Donc, l'analyse du cycle de vie est un outil de quantification des impacts au service d'une démarche qui est l'éco-conception et qui est une démarche d'amélioration continue. Donc, on va quantifier pour diminuer, parce que voilà, pour diminuer, il faut quantifier, mais ce n'est pas parce qu'on a quantifié qu'on a forcément diminué. C'est le biais de quelques entreprises, de moins en moins, qui se contentent de quantifier. Donc, comment on fait pour quantifier finalement cette démarche d'analyse du cycle de vie? On a des outils à disposition. Des outils experts, CIMAPRO, Gabi, OpenLCA, des outils gratuits, bilan produit et donc Altermaker, on développe un outil Ecodesign Studio qui est gratuit pour l'éducation et qui est payant côté entreprise, où de façon très concrète, en fait, les gens vont pouvoir et là, voilà, c'est l'exemple Ecodesign Studio, mais qu'on peut retrouver la logique globale dans d'autres logiciels. On va pouvoir renseigner, voilà, ce que je vous disais, la nomenclature du produit. Ici, ma théière, il y a un bocal contient un pot, qui a telle matière et tel process de fabrication. J'ai un couvercle avec du cerclage plastique et un couvercle avec différentes matières et des procédés, et ainsi de suite. Donc, on va relier finalement la description du produit et ensuite le cycle de vie à des bases de données. Et ça va nous permettre de quantifier les impacts environnementaux et derrière de comprendre l'origine des impacts.
Voilà, changement climatique, d'où ça vient? Bah, ça vient de tel impact, de tel composant, de telle matière. Et donc derrière de se dire, bah, déjà ça permet de prioriser. Est-ce que c'est le transport qui est impactant? Est-ce que c'est l'emballage? Est-ce que c'est mon choix de matière? Est-ce que c'est tel composant, telle fonction qui est impactante? De comprendre ces éléments-là et donc derrière dans une logique de R&D, de passer du temps sur ce qui est impactant et de ça sert à rien de passer du temps sur ce qui est 1 des impacts. Donc ça permet vraiment de prioriser et donc derrière, de faire des itérations. Et si je change telle matière? Et si je change tel composant? Qu'est-ce qui se passe? Et comment je fais pour diminuer mes impacts sur l'environnement? Et donc derrière, ça va vraiment permettre, dans un contexte, industriel, de, d'apporter ce regard environnement dans les critères de conception. J'ai ici mes différents concepts et en revue de conception, je vais pouvoir dire, voilà, ce concept-là, il va coûter X, tel délai, telle qualité, etc. Et voilà pour mes impacts. Ce concept Y et ainsi de suite. Et donc, cet outil de quantification va permettre vraiment de rendre l'environnement accessible à tout le monde dans ces critères, dans ce processus de conception et jusqu'au niveau stratégique. Voilà, de façon très, très rapide, les grands concepts sur l'éco-conception, l'analyse du cycle de vie qui est donc un outil de quantification et quelques exemples d'entreprises. Sachant que comme je le disais donc, Ecodesign Studio est un outil, gratuit à disposition donc, vous pouvez aussi, heu, demander l'accès à la licence et puis après utiliser et voir si vous souhaitez, l'utiliser pour vos élèves. Mais je pense que, Jérôme pourra aussi en parler de comment il l'utilise. Merci beaucoup Guillaume, c'était absolument passionnant. Merci infiniment. Alors, avant on a vu l'application vraiment professionnelle, recherche et développement et cetera. On va passer la parole à Jérôme dans quelques minutes pour, cette éco-conception, comment on en parle avec des élèves en bac pro notamment, comment on fait exactement en classe et avant cela, Thomas va nous lancer le petit sondage que je vous annonçais en début de visio. Ça permettra à Jérôme, lui donnera le temps d'ouvrir son PowerPoint. Thomas, c'est à toi. Donc vous allez voir apparaître à l'écran des petites questions, il suffit de répondre. Je ne sais pas si vous voyez les questions arriver ou si elles sont en chemin. En tout cas, je ne sais pas, Guillaume ou Jérôme, si vous voulez compléter, c'était vraiment, c'était on aurait bien aimé que ça dure plus longtemps en fait pour, creuser et vous poser des questions qu'on prendra à la fin de la visio. Écoutez Jérôme, prenez la main, allez-y. D'accord, d'accord. On Vous fera m'entendez? éventuellement Vous le m'entendez? sondage, après votre intervention, c'est pas très grave. On vous laisse, D'accord. Alors, commencer. attendez, j'essaie de partager mon écran. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Alors, Thomas me dit que les sondages ont été envoyés. Est-ce que, vous les avez vus, vous tous, apparaître? Vous pouvez communiquer peut-être dans le chat pour, renseigner Thomas sur cette question. Si on n'a pas les sondages, on va avancer, Jérôme. Je regarde juste. C'est bon? C'est bon. Alors ce sera voilà, les sondages seront dans le fil de la conversation. Donc si vous voulez répondre au sondage, rendez-vous dans la conversation à laquelle vous accédez avec la petite bulle en haut de votre écran. Vous pouvez répondre aux questions et Jérôme, allez-y, vous pouvez Bon, commencer. d'accord. Bon, d'accord. Bonjour à tous. Merci Guillaume pour cette présentation que j'ai trouvée très intéressante. J'avais déjà eu l'occasion de la voir. Puis même, elle était illustrée par d'autres exemples encore plus spectaculaires. Enfin, c'était vraiment très, très bien. Alors moi, je suis enseignant en bac professionnel maintenance industrielle à Dinan. Et là, je vais vous partager mon expérience d'enseignement de l'éco-conception. Je fais ça depuis 1 an. C'est pas très vieux, mais j'ai commencé et ça se passe plutôt bien. Alors, d'abord, une petite anecdote. Il y a 10 ans, je me baladais en vélo et j'écoutais une émission de radio sur l'empreinte carbone. Et puis, en pédalant, une idée farfelue m'est venue. Je me suis posé la question, mais au fait, moi, quel impact j'ai dans mon activité professionnelle
sur l'empreinte carbone. Qu'est-ce que ça coûte à la planète si je demande aux élèves de prendre des pochettes plastiques, un classeur ou encore des crayons de papier ou des crayons de couleur. Donc j'ai cherché dans la littérature et sur Internet et j'ai rien trouvé. Donc j'ai décidé d'appeler l'ADEME, l'agence de transition écologique qui s'occupe de conseiller les entreprises pour la transition écologique, entre autres choses. J'ai été fort bien reçu et la personne m'a expliqué que l'empreinte carbone c'était une chose, mais que ce n'était pas le seul impact sur la planète, qu'il y en avait bien d'autres et peut-être même des pires. Et en particulier, pour faire des pochettes plastiques, il faut d'abord extraire du pétrole, qui est une ressource non renouvelable et qui s'épuise, chacun le sait. Et puis ensuite, on va transformer ça dans une usine chimique et puis ça va produire des pollutions. Et pour peu qu'on fasse ça en France, eh bien, indirectement, ça va aussi produire des déchets nucléaires. Et puis, en fin de vie, le produit, il va se retrouver peut-être dans le continent plastique au large du Pacifique, si on n'y prend pas garde. Donc voilà, alors je lui ai demandé, mais comment peut-on faire pour évaluer le coût écologique de mes feuilles plastiques transparentes? Il me dit, c'est possible, mais c'est compliqué parce qu'il existe, comme l'a dit Guillaume, des bases de données qui ont été faites par les scientifiques depuis à peu près 20 ans, peut-être même plus. Ils se sont posé la question de savoir quels étaient les coûts écologiques de toutes les activités humaines, qu'elles soient industrielles, agricoles ou domestiques. Tout ça, c'est dans des bases de données qui ont quelques centaines de milliers d'entrées et donc très difficile à exploiter si on n'a pas de logiciel. Or, il y a 10 ans, il n'y avait pas de logiciel vraiment performant, donc tant pis, je ne pouvais pas répondre à ma question. Mais aujourd'hui, ces logiciels existent, heureusement, et on peut les exploiter. Alors, il y a, comme l'a dit Guillaume, Gabi, Bilan Produit, qui est le logiciel de l'ADEME, mais qui n'est pas très ergonomique, CIMAPRO. Et celui que j'utilise, que je trouve vraiment très, très bien, c'est celui de Guillaume. Il est à la fois ergonomique, il est gratuit. Par rapport à tous les autres, c'est quand même un avantage considérable. Ne nécessite pas d'installation parce qu'on peut y accéder par navigateur. Donc moi, j'utilise ça avec mes élèves. Je vais vous montrer comment. Alors, maintenant, comment faire pour enseigner l'éco-conception? C'est une question que je me suis posée. Et je crois que la première chose à faire, après en avoir discuté avec des spécialistes de l'éco-conception et de l'environnement, c'est d'abord de sensibiliser les jeunes aux problèmes. Il est presque minuit moins 2 sur l'échelle, sur l'horloge de l'apocalypse humaine. Et donc, il faut faire quelque chose, ça urge. Donc, les ressources se raréfient, c'est la première chose que je leur dis. Pour fixer les idées, voilà, en 2021, l'humanité a consommé 1,7 fois ce que la planète est capable de régénérer. En 69, elle pouvait régénérer tout ce qu'on prélevait en ressources renouvelables. Mais il y a aussi des ressources non renouvelables, le pétrole et puis bien d'autres matériaux, on les extrait, mais on ne les remet jamais dans la terre. Et donc, pour fixer les idées, par exemple, un smartphone qui pèse 180 grammes nécessite l'extraction de 70 matériaux différents et pour un total de 180 kilos. Et pour un ordinateur qui pèse 1,8 kg, il faut extraire 1,8 tonne de matériaux environ. Ça vous donne une idée des proportions. Et donc, les filons s'épuisent. Et là, il y a des chiffres qui m'ont paru absolument incroyables. C'est que, par exemple, l'or et l'argent, dans 20 ans, il n'y en a plus. Voilà. Et le cuivre, dans 30 ans, il n'y en a plus. Et tous ces matériaux servent quand même à quelque chose. L'or, l'argent, par exemple, on s'en sert pour faire de l'électronique, des PS5, des ordinateurs. Le cuivre, pour faire des voitures électriques. Alors, comment va-t-on faire? C'est une bonne question. Donc, la première activité qui découle de cette sensibilisation, c'est un petit TP que je fais faire en groupe dans le cadre de la co-intervention. Je ne sais pas si tout le monde a ça dans ces programmes, la co-intervention. En tout cas, en bac pro, on a ça, c'est-à-dire qu'on est mélangé avec un professeur on intervient ensemble avec un professeur de physique ou de français, donc c'est intégré un peu à leur programme. Et je pars de cette infographie qui est d'ailleurs issue du guide du technicien industriel, je vais vous laisser un petit peu de temps pour en prendre connaissance parce qu'elle est complexe. Elle est en fait issue de la Commission européenne qui s'est penchée pour des raisons géopolitiques sur les risques de rupture d'approvisionnement de tous les matériaux en fonction de leur importance économique. Et donc, on voit qu'ici, il y a beaucoup de matériaux critiques. Certains même, je vous avoue que je ne les connaissais absolument pas, le tantalum, le beryllium, tout ça, à quoi ça peut servir. C'est la première question que je pose à mes élèves. Je divise la classe en différents groupes. Et puis, par exemple, un groupe, je lui dis, vous allez travailler sur ces 5 matériaux. Vous allez me donner les propriétés physico-chimiques du matériau, les exemples d'utilisation, les zones mondiales d'extraction. Certains matériaux, on les trouve qu'à certains endroits. Le cuivre, par exemple, on le trouve essentiellement au Chili.
dans une énorme mine de cuivre. Et c'est le cas aussi pour plein d'autres matériaux. Aujourd'hui, on voit qu'avec la crise ukrainienne, eh bien, le titane, on a du mal à s'en procurer parce que c'est en Russie que ça se trouve. Et aussi d'évaluer leur importance économique pour l'Europe. Bon, ça, c'est une question qu'ils ont peut-être un peu plus de mal à traiter, mais enfin, on en parle quand même. Donc voilà. Et ensuite, bon, les ressources s'épuisent, elles se raréfient, mais les impacts environnementaux augmentent corrélativement, puisque quand on fabrique quelque chose, on extrait des ressources, mais une fois qu'on la fabrique, dans le processus de fabrication, de transport, d'utilisation et de fin de vie, on provoque des rejets qui vont impacter la planète, vont acidifier l'air, provoquer de l'effet de serre, l'eutrophisation des eaux, c'est-à-dire l'apparition d'algues vertes, et puis surtout la diminution drastique de la biodiversité. Donc, comment faire pour essayer d'avoir le moins d'impact possible sur la planète? Eh bien, une des solutions possibles, évidemment, ce n'est pas la panacée, hein, je pense qu'il faudrait qu'on apprenne tous collectivement à être plus sobres, c'est l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, comme l'a expliqué Guillaume, ça vise à minimiser en fait l'impact d'un produit dès sa conception en analysant son cycle de vie. Alors là, je donne un exemple à mes élèves pour expliquer ce que c'est que le cycle de vie et les impacts que peut avoir un produit sur le cycle de vie. C'est sans doute quelque chose que vous connaissez, on le voit un peu partout. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est le gin. Vous voyez que le gin, bien, il a des impacts d'abord au moment de la culture du coton, puisque ça consomme beaucoup d'eau, et puis nous, ça va devenir de plus en plus rare. Mais aussi au moment de sa production, avec des produits toxiques. Hein, c'est pas pour rien que les tanneries étaient loin des villages. Enfin, on essaie de les mettre loin des habitations. Et puis, surtout, à l'utilisation, vous voyez que ça consomme beaucoup d'eau, des lessives qui vont se retrouver dans l'océan, qui vont provoquer, en Bretagne, on est conscient, puisqu'il y a des algues vertes qui sont issues de la culture. Alors ça, c'est plutôt de l'agriculture, mais bon, enfin bref, tous ces déchets provoquent quand même des impacts considérables sur la planète. Alors, moi, je leur propose une activité qui est liée à mon métier, c'est le métier de la maintenance industrielle. En maintenance industrielle, parfois, il arrive que, dans une usine, des pièces cassent, il faut savoir les refabriquer. Donc pour ça, eh bien, on utilise un outil qui s'appelle SolidWorks. On prend les codes de la pièce et on va la modéliser en 3D. Et puis ensuite, on va la fabriquer. En l'occurrence, par exemple, ici, vous avez une pièce que je fais fabriquer et dessiner sur SolidWorks. Donc moi, je fais des tutoriels vidéo qui expliquent comment dessiner cette pièce. Et puis ensuite, je vais utiliser donc EcoDesign Studio. Donc en faisant une hypothèse, donc je vais faire un tutoriel vidéo dans lequel je fais l'hypothèse que je vais fabriquer cette pièce en acier, que je vais l'usiner, que je vais le faire en France et qu'ensuite, une fois qu'elle aura été utilisée, je vais la jeter. Donc ça va me donner des impacts et je vais demander aux élèves de faire d'autres hypothèses et de voir si les impacts ont été réduits. Donc voilà, comme ça, ils peuvent voir, c'est une façon pratique de mémoriser quand on fait les choses. Et comme ça, ils vont voir les impacts de leur solution directement, voir si ça a amélioré les choses ou pas. Est-ce que si on l'imprime en 3D, par exemple, avec de l'ABS en Hongrie, avec le mix énergétique hongrois qui consomme beaucoup de charbon, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Voilà. Et donc, alors, qui est concerné par l'éco-conception? Un peu tout le monde. Dans les entreprises, il n'y a pas seulement le bureau d'études qui est concerné par le guide du technicien industriel, mais il y a aussi bien d'autres services, les achats, la logistique qui se charge des transports, les achats qui achètent les matières premières, bien entendu, et le manager, parce qu'une entreprise, elle doit être organisée pour faire de l'éco-conception. Elle doit s'arranger pour que tous ces intervenants, enfin tous les gens qui sont dans l'entreprise et qui sont liés de près ou de loin à la conception du produit ou à son transport, eh bien, communiquent bien entre eux. Donc là, ça suppose de prendre le temps, de réorganiser l'entreprise. On appelle ça le système de management environnemental, qui fait l'objet d'une norme européenne. En fait, c'est des recommandations que fait l'Europe sur la façon d'organiser les entreprises pour que justement tout soit fluide pour pouvoir faire de l'éco-conception. Alors le fait qu'il y ait différents acteurs comme ça qui soient concernés dans les entreprises, ça se traduit aussi dans les référentiels de l'éducation nationale, puisque on trouve explicitement le terme éco-conception dans le bac pro technicien et réalisation d'un produit mécanique, dans les gens qui se destinent au bureau d'études. Mais on va trouver ça aussi, donc le BTS qui suit, on va trouver ça aussi en bac STI 2D, vous voyez, l'éco-conception des produits. Et puis on le trouvera aussi en maintenance, d'une façon moins explicite, mais on parle quand même d'analyse du cycle de vie des machines.
on s'en préoccupe un peu. Donc voilà, bon, de toute façon, je pense qu'il est utile que tout le monde sache un petit peu de quoi il retourne, hein, parce que, comme on l'a vu, ça urge. Bon, voilà, j'ai terminé ma présentation. Voilà, je Merci, ne sais pas. Jérôme. Voilà. Merci beaucoup. Alors, en attendant que je vais relayer quelques questions et puis je vais, moi, vous parler, rapidement d'un ouvrage sur lequel on a beaucoup travaillé cette année, qui s'appelle le Guide du technicien industriel. Je vous en parle parce qu'évidemment, c'est un guide de référence qui traite des fondamentaux du métier de technicien industriel et évidemment, on va parler, d'éco-conception dans ce guide. Donc c'était voilà, je vous en parle très rapidement. Sachez que si ce guide vous intéresse, une prochaine visioconférence aura lieu le 6 avril, mais voilà, je vous redonne toutes ces informations juste après. Alors, ce guide, notre objectif avec ce guide, c'était d'aller à l'essentiel. Donc, vous allez retrouver dans ce guide une approche synthétique. On vous a donné quelques exemples de fiches que vous pouvez voir à l'écran. Donc, des contenus organisés en fiches. On a une maquette que nous trouvons très claire et très structurée. J'espère que vous l'appréciez. De nombreux schémas, beaucoup d'exemples et on a travaillé sur un repérage facilité des différentes ressources numériques. On peut passer. Voilà, donc deux autres exemples de fiches pour que vous puissiez vous faire une petite idée de comment cela s'organise. Et de l'ambiance à l'intérieur. Et puis, c'était important pour nous de proposer un accompagnement pédagogique efficace. Donc, en fait, pour chaque fiche, vous allez avoir des ressources numériques nombreuses de différentes natures liées à nos partenariats, mais aussi des vidéos qu'on peut trouver qui font référence dans le domaine et qu'on peut trouver facilement sur Internet. Et donc, vous avez un QR code en tête de chaque fiche que vous pouvez flasher ou taper un mini lien et vous accéderez à toutes les ressources organisées par fiche. Et vous avez également un petit essentiel à la fin de chaque fiche qui vous redonne, voilà, s'il ne fallait retenir que 5 points majeurs sur ce thème, ce serait cela. Et pour que l'élève puisse du coup s'entraîner, on propose des exercices interactifs à la fin de chaque fiche. Voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu l'organisation de l'ouvrage et je vous montre également rapidement ensuite. Alors voilà, ça c'était quand même on voulait quand même vous montrer les fiches sur l'éco-conception que vous pourrez retrouver dans ce guide du technicien industriel. Donc, les différents principes, les approches, multicritères, voilà tout ce que Guillaume et Jérôme viennent de vous expliquer, en détail avec des exemples et des schémas. Ça c'est juste pour vous donner un petit peu une idée. Et puis je vous parle rapidement du sommaire pour que vous sachiez un petit peu ce que vous trouverez dans cet ouvrage, ce guide de référence, sur le technicien industriel. Donc voilà, c'est tous les fondamentaux en fait, hein. Donc tout ce qui concernera les nouveaux enjeux, de l'industrie et là-dedans, évidemment, cybersécurité, éco-conception, enfin voilà, tous ces thèmes majeurs, d'aujourd'hui. L'organisation et le développement de l'entreprise, tout ce qui a trait un grand volume sur santé, sécurité, environnement, l'analyse fonctionnelle et structurelle, ça c'est des choses que vous connaissez, vous qui êtes dans ce secteur de l'industrie. Évidemment, une entrée de sommaire pour les matériaux, pour la communication technique, pour tout ce qui sera conception, fabrication assistée par ordinateur. Voilà, et je vous énumère encore l'étude des comportements des systèmes, et puis les procédés d'obtention de pièces. Comme c'est un guide qui sera à destination des élèves, vous allez aussi trouver des dictionnaires, un dictionnaire technique anglais et français, et de très nombreuses ressources numériques. Et pour les enseignants, pour que vous puissiez vous y retrouver, vous aurez un croisement entre le référentiel des différents bacs pro industriels et BTS et les différentes entrées de ce guide pour que vous voyez à quel moment il est pertinent de l'utiliser avec vos élèves éventuellement. Mais voilà, ça c'était un petit aperçu rapide. En tout cas, si ce guide vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter à la prochaine visioconférence le 6 avril sur le métier de technicien industriel aujourd'hui. Et comme nous arrivons au terme de cette visioconférence, je vais relayer les questions que vous avez
indiqué dans le chat. Alors, on avait une première question d'Hervé Baquet qui nous demandait, alors je pense que c'était sur votre présentation, Jérôme, de commenter l'échelle risque de rupture. Monsieur Baquet voulait savoir comment cette échelle était ponctuée et avec quelle référence. J'espère que je traduis bien votre question. Voilà, j'essaie de retrouver pour lui la référence de l'endroit où je l'ai trouvé, où c'était expliqué, bien entendu. Je vais essayer de lui trouver ça, puis je mettrai le lien en commentaire. OK, merci. Voilà. Alors après, sinon, on a des commentaires ou des questions. Pour faire le choix des matériaux, il y a CES et Dupac. Vous connaissez, Jérôme? Non, attendez, je regarde. Oui, vous J'étais êtes perdu, j'étais en train de chercher. J'étais en train de faire autre chose. pas de Alors, souci. attendez, je CES et reviens, je Dupac, reviens. CES qui est sur la plateforme et Dupac et sur Material Selector pour les entreprises, c'est effectivement un guide des matières où on a d'un côté les informations techniques de chaque matière et de l'autre une ou deux informations de mémoire. Il y a deux indicateurs CO2 et puis un peu un score agrégé d'impact. Donc c'est effectivement une première version enfin une première version, c'est une première approche qui correspond dans le sondage, on parlait d'Equalizer, qui est un peu la même approche, alors moins la partie technique, mais avec une approche simplifiée où on a quelques informations, mais on n'a pas la vision cycle de vie, alors sauf erreur de ma part, hein, mais on n'a pas forcément cette vision cycle de vie, et donc ça peut être amené à faire des mauvais choix en se focalisant que sur les matières Sur et le pas matériau. sur, voilà, pas sur la vision globale. Mais en tout cas, c'est un outil souvent intéressant. Voilà, je Pour vois une qu'il est première cher approche. pour, voilà, il est cher pour un petit lycée. Je ne connaissais pas les prix pour les lycées, donc voilà. D'accord. En tout cas, merci pour ce partage. Va-t-il y avoir une mise à jour du guide du dessinateur industriel? Nous publions cette année un guide du technicien industriel sur les fondamentaux du métier de technicien. Donc, il n'y a pas de mise à jour du guide du dessinateur industriel de prévu. Alors, après, y a-t-il un livre du professeur avec un support numérique? Donc, c'est un guide de référence, hein, donc ce n'est pas un cahier d'activité, donc il n'y a pas à proprement parler de livre du professeur. En revanche, il y a des ressources que nous réservons à l'enseignant et pour l'élève, il a des exercices interactifs autocorrigés. Voilà. Une question de Philippe. Comment choisir les impacts sur l'environnement analysé? Vaste sujet. Effectivement, on a plein d'impacts sur l'environnement, comme on les priorise. Ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Donc évidemment, on a le changement climatique, on a quelques indicateurs, je dirais classiques, habituels sur l'épuisement des ressources, etc. Donc on a 2-3 classiques. Et après, ça dépend beaucoup du secteur, du type de produit, du lieu de fabrication, etc. Typiquement, je fais une analyse du cycle de vie d'un shampoing, d'un produit rincé, bah, je vais prendre en compte la toxicité et des questions de pollution de l'eau, parce que le produit en tant que tel, on sait, va avoir des impacts dessus. Ce qui sera beaucoup moins intéressant si je prends un produit électrique électronique, où là, j'aurais plus tendance à prendre des questions d'épuisement des ressources, des questions éventuellement de consommation d'électricité, etc. Donc voilà, on a par catégorie de produits des indicateurs qui peuvent être recommandés. Donc ça, on retrouve ça dans des référentiels. Et puis après, ce que je disais sur CES ou Equalizer, et puis qu'on peut avoir dans d'autres outils, la possibilité d'agréger tous ces indicateurs dans une note unique. On additionne un peu des choux et des carottes, mais ça donne une vision intéressante. Mais c'est un vaste sujet, le choix des indicateurs, qui n'est pas complètement tranché, même d'un point de vue méthodologique. Merci Guillaume pour cet éclairage. Alors, je poursuis la liste des questions. Donc, la disponibilité du guide. Donc, le guide qui existera en papier, bien sûr, et en version numérique. Alors, il est en chemin. Il va arriver début avril dans les lycées professionnels. Et puis, il arrivera pour les BTS plutôt sur la fin du mois d'avril, autour du 25. Voilà, donc vous allez bientôt le recevoir et la version numérique sera disponible à la fin du printemps rapidement. Et donc, version numérique réseau disponible pour le guide du technicien. Je ne suis pas sûre de comprendre votre question, mais il y a une version numérique et nos manuels numériques sont téléchargeables. Donc, je ne sais pas si c'était le sens de votre question, Yann. J'espère y avoir répondu. Version
Alors, ce que je peux vous donner comme information, c'est que la version numérique, vous avez la licence, professeur et élève utilisable sur les ENT ou des licences individuelles. Je laisse, Thomas vous donner, toutes les informations que vous pourriez avoir sur, les prix des licences, et ce genre d'informations et alors une question. Oui, cette visioconférence est enregistrée. Elle va être disponible dès demain, sur notre chaîne YouTube HET Éducation. Donc vous pourrez, la revisionner et la relayer, si elle vous a plu. Voilà, le guide sera accessible à la vente, dès mi-avril. Avez-vous d'autres questions? Jérôme et Guillaume, avez-vous, des commentaires que vous voudriez ajouter? Je viens de voir une question. Oui, École Design Studio est gratuit pour l'enseignement. Voilà, Donc, c'est ce que vous voilà, disiez. Vous avez donné le lien vers la licence, je remets le. mettez-le peut-être dans la conversation? C'est ça. Je vais le remettre dans la conversation, comme ça va être plus simple pour tout le monde. Un lien pour demander votre accès. Et donc, c'est un logiciel en ligne. Donc, globalement, il y a besoin uniquement d'un accès Internet. Mais c'est tout, et rien besoin d'installer, et rien besoin de gérer d'autre. D'accord. Est-ce qu'il y a des tutoriels, Guillaume? Moi, j'en ai fait, mais est-ce que c'est déjà prévu? Non. C'est dans ma to-do. Pour l'instant, D'accord. voilà, je renvoie sur les quelques enseignants avec qui j'ai pu échanger, je renvoie vers la vidéo qu'on a fait ensemble. Mais c'est dans ma to-do d'en faire plus en vidéo. OK. En tout cas, donc pour votre outil, Guillaume, vous avez donc mis le lien dans la conversation et puis il y a visiblement un tuto qui existe. Pour le guide, sachez que vous pouvez, faire appel à nos délégués pédagogiques si vous voulez aussi plus d'informations et on va vous remettre le mail de contact dans la conversation. Et puis, pour vos manuels numériques, si vous avez des difficultés à les, installer, n'hésitez pas à contacter aussi le KNE. Donc voilà, tous nos manuels numériques peuvent être installés sans exception sur les ENT des établissements. Donc vraiment si vous rencontrez une difficulté, n'hésitez pas, à contacter le KNE dont on va vous donner le contact dans le fil de conversation, hein. Voilà, on arrive à la fin de cette visioconférence. Je regarde si nous n'avons pas encore, une dernière question éventuellement. En tout cas, on vous remercie tous très chaleureusement de vous être connectés aussi nombreux et on vous donne rendez-vous, pour notre prochaine visioconférence le 6 avril qui aura lieu à 17h30 sur le métier de technicien industriel aujourd'hui. Hem, Voilà. voilà et le lien de la visioconférence pour le 6 avril, je pense que vous allez, la recevoir, par mail, via un emailing. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à, communiquer avec nous via le mail de contact. Et puis on vous souhaite à tous une très belle soirée, en espérant que cette visioconférence vous a plu et on vous dit, à bientôt.